Bonjour les amis du DCG, et éventuellement du DSCG et éventuellement du DEC. Aujourd'hui, on va déployer tous les référentiels de l'UV 11, qui est une UV que j'adore puisque j'ai enseigné longtemps le contrôle de gestion. Pour la documentation nécessaire à cette UV, je recommande toujours l'excellent travail réalisé par les éditions Corroy, dont je vous présente rapidement la pochette 11 qui correspond au contrôle de gestion. Et je retrouve parmi les rédacteurs de cette pochette une collègue très sympathique, mais aussi très, très, très performante, Madame Douzenel, qui donc a rayonné avec moi pendant plusieurs années. Et elle est l'âge de mes enfants. D'ailleurs, son mari était copain avec l'un de mes fils. Et j'avoue qu'elle était relativement appréciée par l'ensemble des auditeurs et des collègues. Bien, tout ça pour dire qu'il y a aussi des ouvrages intéressants, en particulier l'ouvrage relatif au ce contrôle de gestion chez Fouché-Hatier, qui est relativement également très, très bien fait, avec des études de cas très enrichissantes et dont les corrigés figurent sur un site Internet qui vous est communiqué pour suivre les corrigés des exercices que vous pourriez avoir à travailler. Alors, comme je l'ai fait pour les autres UV, nous allons passer en revue, bien sûr, l'ensemble du référentiel de cette UV 11 qui porte le nom contrôle de gestion. Alors j'aimerais faire une différence entre ce qu'on appelle comptabilité et gestion et contrôle. Pour moi, le mot contrôle devrait être remplacé parce que quand on dit contrôle, on a toujours l'impression qu'il y a un côté négatif. On va contrôler ma prise de sang, on va contrôler tout un ensemble d'éléments sur mon corps pour savoir s'il se porte bien. Moi, je préfère dire que c'est la maîtrise de l'information. Contrôle, dans l'optique de la gestion, c'est la maîtrise de l'information. Entre comptabilité et gestion, je dirais que la comptabilité enregistre. La gestion essaye, par contre, elle, d'optimiser l'ensemble de l'entreprise pour avoir le maximum, je dirais, de résultats et le minimum de pertes. Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion. Alors, cette gestion va nous offrir un certain nombre de travaux complémentaires qu'on va devoir lire, travailler et exercer. Tout d'abord, le premier gros chapitre de ce référentiel, c'est le positionnement du contrôle de gestion et l'identification du contrôle du métier. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions bien déterminer quel est le rôle et la place du contrôle de gestion. Malheureusement, il y a quelquefois des confusions qui sont faites avec contrôle interne et contrôle de gestion. Alors, pour être clair, je dirais que le contrôle de gestion, c'est l'ensemble de d'outils de gestion. À l'intérieur du contrôle de gestion, il y a le contrôle interne de l'entreprise avec la responsabilité du dirigeant d'entreprise afin que les informations circulent dans le bon sens et n'entraînent pas des coûts cachés que nous allons voir par la suite. Donc, dans la première partie, il y a trois colonnes à chaque fois. Colonne 1, compréhension. Colonne 2, application. Colonne 3, synthèse. Nous avons à savoir identifier le rôle et la place du contrôleur de gestion selon les caractéristiques des organisations. Dans les petites entreprises, le contrôle de gestion est effectué soit par le dirigeant, soit par le comptable. Et dans les grandes entreprises que j'ai rencontrées lors de mes formations, nous avons un service comptabilité analytique et contrôle de gestion, un service trésorerie, un service comptabilité générale, tout un ensemble de services avec un effectif non négligeable pour le contrôle de gestion. Toujours dans la colonne A, niveau de compréhension, donc vous mettez une croix à 4, identifier les tâches réalisées par le contrôle de gestion au sein d'une organisation. Oui, en effet, on sait que le problème, c'est qu'il y a différentes définitions pour rechercher ou définir la performance.
nous aurons l'occasion d'expliciter tout un ensemble d'éléments relatifs dans les autres parties de ce référentiel relatifs au sein d'une organisation. Dans la colonne numéro 2, nous avons une demande qui est de différencier les documents produits par le contrôleur de gestion. Alors, le contrôleur de gestion, il va nous faire ce qu'on appelle une comptabilité un peu plus globale, mais pardon, un peu plus détaillée, parce que moi, je dis toujours, il faut comparer la comptabilité analytique et la comptabilité du détail avec la comptabilité générale qui est la comptabilité du global. Quels sont les différents produits réalisés par le contrôleur de gestion? Il y a bien sûr la notion de connaissance du coût de revient des services ou des produits, l'établissement de tableaux de bord susceptibles de pouvoir suivre par le dirigeant et l'expert comptable ou le comptable l'évolution des différents éléments relatifs à l'entreprise. Et il y a bien sûr tout l'aspect système budgétaire que nous verrons en fin de parcours pour cette UE. Il y a dans la colonne 3, c'est caractériser le pilotage d'une organisation, notamment l'adaptation du contrôle de gestion à la transformation et aux besoins des entreprises. Il est évident que le contrôleur de gestion va permettre, non pas d'enregistrer, mais va permettre d'optimiser. Faut-il continuer à produire? Faut-il changer de produit? Faut-il améliorer le produit? Ce sont des informations que, que le contrôleur de gestion pourra apporter. Ensuite, il y a à caractériser la performance, c'est-à-dire la différence est très importante entre l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, les amis, ça a un rapport uniquement avec les hommes et les femmes. On dit qu'une personne est efficace quand elle travaille bien, vite en particulier, et bien, c'est quelquefois des difficultés à appréhender, puisque vite et bien, c'est le travail, comme diraient certaines personnes, le travail de deux. Mais l'efficacité, c'est le travail humain. L'efficience, par contre, c'est de la rentabilité. Et on vise dans ces cas-là l'entreprise en général, mais on vise également les investissements. Voilà pour le premier gros point de cette UV, contrôle de gestion, au niveau de son positionnement. Avouez que les experts comptables d'aujourd'hui sont très minoritaires à développer la comptabilité analytique parce qu'ils se disent toujours nos clients ont des difficultés pour payer nos honoraires. Si nous leur proposons d'autres services avec des honoraires supplémentaires, on n'aura pas la possibilité de pouvoir les convaincre. Alors là, c'est des raisonnements, je dirais, un peu rétrogrades. Moi, je considère que la comptabilité analytique, contrôle de gestion sont des outils capables de diminuer les coûts de l'entreprise et que les honoraires supplémentaires devraient être démontrés par les services comptables comme étant récompensés ou réappréhendés par l'économie que va générer, bien sûr, l'analyse du contrôle de gestion. Le deuxième gros pavé, et c'est là la détermination et l'analyse des coûts, hein, et c'est aussi la réponse à différents problèmes de gestion. Nous allons, dans cette partie qui a plusieurs intermédiaires, plusieurs paramètres, nous avons la construction des modèles de coûts. Voilà les mots qu'on va employer. Il y a des mots qui vont être très importants, la notion de coût, la notion de marge et la notion de résultat. C'est-à-dire que la notion de coût va expliquer le mot détail que j'évoquais tout à l'heure. Parce que si une entreprise fabrique deux produits, la compta générale vous donne le résultat global de l'entreprise. Mais quand vous êtes en comptabilité analytique et contrôle de gestion, vous allez avoir la possibilité de détailler chacun des produits et de connaître le résultat par produit et de savoir justement quel produit vous devez éventuellement modifier ou accentuer au niveau de votre politique marketing, etc., etc. Donc, dans le cas de ce
modèle de coût à chercher, on doit identifier les informations nécessaires au calcul d'un coût, d'une marge ou d'un résultat. C'est-à-dire que aux pochettes Corroy, dans cette UV11, vous avez une dizaine de cas qui vous permettent de déterminer des coûts complets, des coûts par variabilité, des coûts marginaux, des coûts par activité. La méthode qui est la plus importante au départ pour bien faire comprendre la mécanique de la comptabilité analytique, c'est la méthode des coûts complets. Mais elle est un peu, à mes yeux, rétrospective. Elle n'est pas forcément orientée vers des perspectives d'amélioration. Par contre, les autres, à travers les renseignements qu'ils nous procurent, nous donnent un certain nombre d'approches plus qualitatives, plus intrusives et peuvent nous permettre d'améliorer les résultats de l'entreprise. Je mets une croix à 4 compte tenu de tous les exercices que nous aurons l'occasion de faire avec la pochette Corroy, voire également avec le manuel contrôle de gestion. Ensuite, il faut être capable, et c'est là où l'expert comptable a un rôle pédagogique. Moi, j'ai vu des candidats aux mémoires d'expertise comptable présenter justement une mise en place d'un contrôle de gestion pour un artisan et développer avec lui tout un ensemble de dialogues lui permettant de bien comprendre les liens entre la comptabilité financière, qui est le résultat de mouvements financiers, et la comptabilité de gestion qui, lui, va établir un certain nombre d'éléments complémentaires susceptibles de bien faire comprendre aux dirigeants que son bénéfice ne se traduit pas ou son résultat ne se traduit pas par sa trésorerie, parce qu'il y a des décalages au niveau trésorerie entre la facturation et le paiement ou le règlement, et que là, grâce au contrôle de gestion, on va lui apporter des éléments complémentaires qui seront forcément hyper intéressants pour le dirigeant. Dans la deuxième colonne qu'on appelle description des compétences, nous avons à identifier les coûts, les marges et les résultats à calculer pour un produit. C'est-à-dire qu'à travers toutes les méthodes qu'on va élaborer, on va dégager, dans certains cas, des résultats différents. Et forcément, le prix de vente, lui, reste imperturbable. On aura des résultats un peu différents selon les méthodes. C'est à nous de pouvoir, en tant qu'expert comptable ou éventuellement conseiller de l'entreprise, faire découvrir ces différentes méthodes et, avec l'accord du dirigeant, choisir la méthode qui, d'après lui, représente le plus la réalité de l'entreprise. En ce qui concerne la colonne 3, c'est l'analyse et la synthèse en général de vos acquis de compétences dans ce domaine. Eh bien, premier travail à faire, c'est identifier l'existence de différences d'incorporation. Oui, en effet, la comptabilité analytique a ses propres différences. C'est-à-dire que, par exemple, quand on veut être le plus crédible possible, vous êtes dans une entreprise individuelle, le dirigeant, la plupart du temps, n'a pas de rémunération. Eh bien, si vous voulez avoir le coût de revient des services qu'il rend ou des produits qu'il fabrique, il faut mettre en place ce qu'on appelle la rémunération du dirigeant dans les coûts de l'entreprise, ce qui constitue pour beaucoup d'entreprises une différence relativement importante. Autre chose, les capitaux qui sont mis à la disposition de l'entreprise ne sont pas rémunérés en réalité par l'entreprise. Ils sont indirectement rémunérés par les résultats généraux de l'entreprise. Mais si vous deviez emprunter l'argent que vous avez mis à la disposition de l'entreprise, eh bien, la rémunération des capitaux propres serait forcément à mettre dans les charges. En compta général, on ne met pas cette rémunération des capitaux propres, tandis qu'en comptabilité analytique, on fait la rémunération des capitaux propres. Donc, je vous donne deux exemples de différence d'incorporation entre l'analyse du global, qui est assez restrictive dans certains cas
en raison des règles fiscales, et la comptabilité analytique qui nous offre beaucoup plus de souplesse, parce que la comptabilité analytique, son paramètre d'information, c'est un paramètre interne à l'entreprise. Donc, on n'a pas à communiquer sa comptabilité analytique. Par contre, on doit, vis-à-vis du fisc, communiquer sa comptabilité générale. Donc, ce système de différence d'incorporation, c'est pour être le plus près possible de la réalité économique qu'on ajoute un certain nombre d'éléments. Vous verrez dans les cas les principales différences d'incorporation qui vont nous donner des informations les plus, les plus probables de l'entreprise. Autre point qu'on doit analyser, c'est adapter un système de coûts aux évolutions du contexte et aux objectifs de l'organisation. Il est évident que la méthode des coûts nous offre plusieurs possibilités. C'est compte tenu du contexte de l'entreprise, le rôle d'un conseiller comme vous ou le rôle d'un expert comptable, c'est de conseiller un système de coûts qui correspond le plus possible à une entreprise. Il y a des entreprises qui ont atteint leur niveau maximum et sur lequel il ne faut pas non plus chercher des complications. Il y en a d'autres qui sont en pleine évolution et par exemple, on le verra, le coût par activité ou le coût par cible, on verra ultérieurement, nous donneront des informations plus pertinentes que les coûts complets, par exemple. Ensuite, il faut savoir analyser les liens entre la comptabilité financière et la comptabilité de gestion. En effet, à un moment donné, il ne faut pas l'oublier, à un moment donné, il faut revenir sur la comparaison entre la comptabilité générale, qui est basée sur une loi comptable ou sur des décrets comptables, et la comptabilité de gestion, qui est libérale. Et il faut arriver à retrouver dans une synthèse comptabilité financière et comptabilité de gestion, dans une synthèse, il faut arriver à retrouver, localiser les différences. C'est tout le travail que nous aurons à travers des études de cas. Il est évident également que nous avons le choix d'une méthode de calcul des coûts, autre paramètre important. Dans la colonne 1, qui est la compréhension, nous devons pouvoir recueillir les informations nécessaires au calcul d'un coût, d'une marge ou d'un résultat. Donc, on doit bien savoir discerner la notion qu'on verra de manière permanente, la notion de charge directe, la notion de charge indirecte, et nous pourrons voir comment on va mieux analyser l'ensemble de ces charges pour aborder de manière précise l'ensemble du système. Et ça, c'est indispensable. Dans la colonne 2, les compétences acquises, c'est savoir calculer les coûts des marges et des résultats dans un contexte donné. Il est évident que cela est forcément important et savoir calculer ces coûts, c'est une avance importante dans l'analyse de la gestion. Calculer aussi des indicateurs de risque d'exploitation. Et c'est là où on va aborder ensemble, dans la notion de risque, la probabilité et les lois de probabilité. C'est quand même important pour un chef d'entreprise de savoir qu'on lui donne un prévisionnel. Mais si ce prévisionnel n'est pas attaché à une probabilité d'obtenir ce prévisionnel, il perd toute sa quintessence. C'est pourquoi aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de la probabilité qui repose sur des lois, hein, qui repose sur des lois qui sont relativement importantes pour pouvoir donner des informations aux dirigeants d'entreprise plus percutantes. Ensuite, nous avons à justifier, dans la troisième colonne, justifier ce qu'on appelle l'analyse des coûts, des marges et des résultats dans un contexte donné. C'est le même, là, c'était calculé, mais là, en tant que confirmé, vous devez être capable d'analyser. Ensuite, savoir choisir la meilleure méthode de calcul, c'est grâce à votre expérience et grâce à l'évolution de l'entreprise que vous allez pouvoir tirer
la meilleure solution. Ensuite, proposer des solutions de gestion adaptées après interprétation des indicateurs de risque d'exploitation. Ça, c'est le cartographie des risques qui est très développée dans les sujets de DSCG et de DEC, mais là, on a déjà les prémices de cette cartographie des risques à travers les lois de probabilité. Préparer un argumentaire afin de conseiller le décideur. Oui, quand on nous dit j'ai fait un prévisionnel, monsieur Durand, mais ce prévisionnel sera atteint à raison de 96%. Avouez que c'est quand même un élément d'information hyper intéressant et, entre nous soit dit, sécurisant pour le chef d'entreprise. Avoir une probabilité de 96%, ça vous donne quand même un certain nombre de satisfactions. Il est évident aussi que la prise en compte des données aléatoires, et ça arrive, on ne peut pas dominer tout dans la vie. Et c'est pourquoi l'identification de la loi de probabilité adaptée à une situation de gestion sera forcément importante. On va approcher la loi, on va tout voir les lois de probabilité et on va voir en particulier la loi normale avec la mesure du risque d'exploitation en avenir aléatoire, ce qui sera développé grâce aux travaux de la pochette Corroy et grâce à des exercices, ce qui nous permettra, le jour de l'examen, avec notre dossier de VAE qui aura été constitué avec l'approche pratique de ces données, nous aurons l'occasion de nourrir d'une manière intelligente et intéressante l'ensemble des documents accompagnant chacune des UV, dont celle de l'UV11. Dans la partie 2, c'est calculer une espérance et un écart sur type de vente, coût, marge et résultat pour un ou plusieurs produits. Donc ça, c'est calculer les résultats produits. Il est évident que ça découle de l'ensemble des travaux que nous avons accomplis précédemment. Ensuite, nous avons à calculer et interpréter les probabilités, savoir donner une information plus pertinente aux décideurs de l'entreprise. Et c'est ça la force d'un expert comptable. C'est ça la force d'un diplômé DCG, d'être capable d'améliorer la qualité de l'information relative aux décideurs de l'entreprise. Notre rôle de conseil explose à travers cette UV11. Dans la partie colonne 3, c'est la confirmation de l'analyse et de la synthèse, c'est savoir interpréter. Et c'est là où on sent votre compétence qui s'est accentuée. Savoir interpréter les résultats analytiques par type de vente, coût marge et résultats par un ou plusieurs produits. Ça, c'est l'analyse qui nous permet de donner aux décideurs l'ensemble de vos appréciations et de dire bah, le produit A, là, il n'est pas très intéressant actuellement. Est-ce qu'il est absolument indispensable? Est-ce qu'il est lié à d'autres produits? Parce que si vous arrêtez le produit A, l'entreprise qui achète le produit A et qui achète aussi le produit B, qui lui est très rentable, si vous supprimez le produit A, elle risque de ne plus aller chercher aussi le produit B. Donc, il y a tout un ensemble d'analyses à la fois techniques, pratiques, comptables, mais aussi psychologiques. C'est-à-dire sur le plan marketing aussi qui a un rôle à jouer dans l'analyse. Car je rappelle les trois mots forts que nous avions en congrès 2020, j'ai déjà dit dans d'autres UV, les trois mots forts que vous devez savoir parfaitement, c'est le mot marketing, management et marque. Et là, le marketing, il a un rôle à jouer dans l'analyse. Le marketing, c'est savoir pouvoir développer un certain nombre de services ou de produits qui sont à la disposition des gens et qui répondent aux besoins des gens. Ensuite, vous avez une autre partie qui s'appelle déterminer. Et ça, c'est important. Grâce à la méthode des coûts variables, on peut déterminer la notion de seuil de rentabilité globale de l'entreprise, mais on peut déterminer également le seuil de rentabilité par produit ou service vendu, ce qui représente pour le dirigeant de l'entreprise une information pertinente. Nous abordons maintenant
un pavé que j'adore également, c'est le pavé qui est développé actuellement par le Conseil national de l'ordre des experts comptables. Hein, pardon, c'est la structuration de l'organisation et la gestion budgétaire. Alors là, c'est absolument important aujourd'hui de regarder le futur et d'essayer de donner une certaine cohérence dans le futur. C'est pour ça qu'il faut que vous puissiez bien appréhender la structuration de l'organisation budgétaire. C'est de caractériser les différents centres de responsabilité dans l'entreprise qui vont vous permettre de faire des séquences techniques pour la fabrication d'un service ou la fabrication d'un produit. Savoir aussi qu'on peut mettre en place une comptabilité analytique, non pas simplement dans une comptabilité industrielle ou dans un service industriel. On peut aussi faire de la comptabilité analytique et contrôle de gestion dans un service de distributeur de produits comme les grandes surfaces qui peuvent avoir comme centre de responsabilité les grandes activités de la distribution et connaître le coût de revient de chaque secteur d'activité, son chiffre d'affaires et dégager, bien sûr, comme vous le devinez bien, le résultat par secteur d'activité. Et Dieu sait qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité qu'on peut dégager quand on se balade dans une grande surface. Proposer dans la deuxième colonne, proposer des indicateurs associés à un centre de responsabilité pour en évaluer la performance. En effet, un centre de responsabilité, vous le verrez à travers plusieurs thèmes, est souvent considéré comme une charge indirecte, c'est-à-dire une charge qui sert à plusieurs produits. Et il faut trouver pour pouvoir les affecter à chacun des produits fabriqués ou services proposés, ou secteur proposé, il faut trouver un moyen de mieux répartir. C'est ce qu'on appelle le choix, soit d'un inducteur ou ce qu'on appelle plus particulièrement, quand on débute la comptabilité analytique, des unités d'œuvre, c'est-à-dire des unités qui, derrière œuvre, c'est le travail, qui vont permettre de mieux répartir les charges dites communes ou indirectes. Dans la colonne 3, vous avez à comparer plusieurs configurations budgétaires en vue de proposer une organisation budgétaire adaptée à l'organisation. En effet, vous allez avoir plusieurs possibilités de faire des budgets. Il y en a qui font des budgets des achats, budget de trésorerie, bien sûr, budget également des investissements. Et tout ça dépend, bien sûr, de la demande des décideurs et de ses besoins en information. Donc, on peut avoir un système budgétaire assez globalisé et un système budgétaire très détaillé pour pouvoir mieux suivre. Ça dépend aussi, bien sûr, de l'importance de l'entreprise. Hein, on a forcément des grandes entreprises qui ont besoin d'une organisation très développée avec des systèmes budgétaires très importants pour pouvoir suivre l'évolution des coûts et des procédures en particulier qu'on a mis en place. Le deuxième, un pavé maintenant à travailler, c'est le pavé des outils et procédures de la gestion budgétaire. C'est d'abord savoir, dans la première colonne, où vous appréhendez cette UV et à la fois ce service, savoir identifier une organisation budgétaire adaptée. Si l'ensemble des partenaires d'une entreprise sont conviés à suivre une certaine partie de ce système et que tout est bien compris, vous avez déjà gagné une première approche satisfaisante au niveau de la compréhension que dégage, bien sûr, l'ensemble de ces services. Ensuite, vous avez à savoir dans la colonne 2 un certain nombre d'éléments qu'on vous demande d'avoir appréhendé. Tout d'abord, c'est de déterminer et appliquer une méthode adaptée à des calculs de prévision commerciale en vue d'une prise de décision. Alors c'est là où, voyez-vous, où je considère que l'expert comptable
doit être un conseiller pour l'étude de marché, un conseiller pour l'étude de marché de ses clients. En effet, grâce à des abonnements à l'INSEE, des abonnements au CREDOC, un cabinet comptable est capable de pouvoir donner des prévisionnels de manière plus affirmée, plus réaliste que celle qui consiste à faire des prévisions en mettant les chiffres que l'on doit atteindre pour être rentable, alors qu'une véritable étude de marché, on met les chiffres que l'on peut atteindre vis-à-vis du banquier. Et on est beaucoup plus crédible vis-à-vis du banquier quand on arrive à déterminer des chiffres que l'on peut atteindre, alors que les chiffres que l'on doit atteindre ne donnent pas forcément une sécurité pour le partenaire financier. Voyons un deuxième aspect, c'est déterminer et appliquer une méthode adaptée à des calculs de prévision commerciale en vue d'une prise de décision. Eh bien, je rappelle ce que je viens de vous dire, c'est exactement la même réponse que je viens de fournir en mettant des croix à 4. Ensuite, c'est déterminer. Tout à l'heure, je vous ai dit que le contrôle de gestion recherchait l'optimisation, alors que la comptabilité, elle, enregistre. C'est pas la même chose. Elle est beaucoup plus passive, la comptabilité générale, que le contrôle de gestion. Donc, on a à déterminer le programme optimal d'approvisionnement en avenir certain et le stock, oui, savoir gérer ses achats, savoir gérer ses stocks. On sait très bien que les stocks ont un coût, hein, le coût de possession et le coût d'usage, ce qui fait que si vous avez une mauvaise gestion des stocks, ça pénalise l'entreprise et ça lui provoque forcément par l'obsolescence quelquefois de certains éléments, ça vous provoque des pertes ou des coûts cachés. Donc la gestion des stocks en contrôle de gestion est un élément déterminant. Savoir aussi, et c'est là où vous savez très bien que la masse salariale représente une partie importante des coûts de revient et que la France a cet inconvénient d'avoir des coûts sociaux nettement plus élevés que la plupart des pays, ce qui fait que le prix de revient en France, à cause ou pour la masse salariale que représente la législation française, ça représente forcément un élément important au niveau des coûts et de son évolution. Donc l'analyse de la masse salariale sera également l'objet d'un certain nombre de dispositions relativement importantes au cours des exercices que nous verrons. Ensuite, il ne suffit pas de faire des prévisions. Il faut savoir analyser ce qui a été prévu et ce qui a été réalisé. Et ça, c'est l'importance dans des entreprises de mettre en évidence des écarts et de trouver la cause des écarts. L'analyse des écarts sera donc, chez nous, un élément important, savoir intervenir et savoir pouvoir intervenir et corriger autant que faire se peut les écarts entre ce qui devait normalement se dérouler et ce qui s'est déroulé pratiquement. Dans la colonne 3, toujours dans les outils et procédures de gestion budgétaire, nous avons à élaborer et résoudre une organisation de la production. Ben ça, c'est quelque chose qui découle des travaux précédents et qui nous permet d'organiser une gestion des coûts de revient ou des coûts de production d'une manière plus affirmée. Ensuite, savoir concevoir un budget, et ça c'est important, un budget des approvisionnements pour ne pas tomber, bien sûr, par le fait qu'on n'a pas bien provisionné nos commandes et quelquefois il faut un certain délai. Alors si on n'a pas fait un budget d'approvisionnement sécurisant, on risque d'avoir malheureusement des goulots d'étranglement, c'est-à-dire du chômage technique, là à la mesure où on n'a pas les matières premières. C'est arrivé forcément récemment encore dans l'automobile par exemple, hein, au niveau de certains appareils qui étaient malheureusement en difficulté et qui ne pouvaient pas arriver au moment précis pour la fabrication. Je commente également la politique salariale et ça, c'est très important. On verra l'indice d'ancienneté de la masse salariale, savoir à quel moment, je dirais, certains vont partir en retraite,
savoir faire tourner l'effectif pour qu'on ait toujours les qualifications et la compétence nécessaire en cas de départ à la retraite. Donc, c'est l'analyse de la qualité de vie au travail qui sera évoquée également, mais également la notion d'analyse de la population salariale et voir comment on va maîtriser l'ensemble des flux d'arrivée et de départ en retraite. Et ensuite, savoir bien calculer, bien sûr, les écarts qui ont été mis en évidence et surtout bien définir de manière précise l'analyse de ces écarts. Et pour terminer, grâce à tous ces travaux prévisionnels, on doit être capable, et c'est ça pour le dirigeant une information qui est très appréciée, c'est lui présenter un bilan et un compte de résultats prévisionnels. Au moment où je vous parle, nous sommes le 21 décembre, lui présenter un résultat prévisionnel et un bilan prévisionnel pour le 31 décembre 2026. C'est ça, l'art et la manière d'un expert comptable ou d'un futur expert comptable, c'est de donner, je dirais, des informations qui renforcent le sourire, l'adaptabilité des informations et qui font que, grâce à tous les coûts cachés que nous avons pu trouver et éliminer, nous avons des honoraires qui sont largement compensés par tous les gains, c'est-à-dire par des dépenses que nous avons éliminées, et ça, c'est quand même relativement important. Ensuite, nous arrivons à la dernière partie de cette UV, ô combien intéressante. C'est les outils d'amélioration des performances. Alors, nous allons travailler sur des outils modernes. C'est en particulier les avantages d'un coût cible qui est un coût qui est déterminé par un intervalle de confiance la plus importante possible pour déterminer ses coûts cibles. Les coûts cibles, c'est une, comme on dit, c'est un objectif à atteindre et lui donner un pourcentage de confiance élevé, c'est tout un ensemble de choses qui favorisent l'entreprise. Vous avez avec la pochette Corroy 4 types d'exercices. Savoir analyser l'intérêt du coût cible, savoir analyser les avantages et inconvénients du coût cible avec un contexte donné et ouvrir des outils de gestion de qualité. Donc là, on va aborder plus la qualité que la quantité. On va aussi identifier les inconvénients et avantages du coût cible et on va distinguer les différents centres de responsabilité et proposer pour ces centres de responsabilité des inducteurs ou des unités de partage les plus performantes possibles. Dans la deuxième colonne, c'est mettre en œuvre le coût cible. Ça, nous le verrons ensemble. C'est exploiter les outils de gestion que j'évoquais, où on parle plus de qualité, et concevoir, et ça, c'est, je dirais, euh, l'élément numéro un de toute cette évolution, c'est le tableau de bord. Alors, je vais prendre un exemple. Nous sommes, je suis ici dans les Hauts-de-France, et on me demande de me rendre à Lyon, chez mon fils. Ah, je pourrais prendre ma voiture, je pourrais prendre le train. Bon, supposons que je prenne ma voiture et qu'on m'enlève le tableau de bord complet. Je n'ai que le volant et bien sûr les pédales nécessaires pour avancer. Vous imaginez, madame, monsieur, les difficultés sans tableau de bord pour me conduire à Lyon. Pas de GPS, pas de vitesse, pas, etc. Vous imaginez tout ce qui est supprimé. Eh bien, sachez que le tableau de bord, qui pour moi est aujourd'hui un document indispensable dans une entreprise, aussi petite soit-elle, eh bien, presque 80% des TPE en particulier, 60% des PME n'ont pas de tableau de bord. Quand vous pensez à l'image que je viens de faire du tableau de bord pour la voiture, vous imaginez
comment les dirigeants d'entreprise dirigent une entreprise sans ce précieux document, et cela, forcément, explique quelques difficultés des entreprises que nous avons constatées durant ces derniers mois. Nous avons à terminer dans la colonne 3, c'est de savoir rédiger une note de synthèse sur la gestion et la qualité et savoir identifier les solutions aux éventuels problèmes détectés. Eh bien oui, c'est grâce à toute cette évolution qui a marié quantité et qualité que nous allons pouvoir, avec notre expérience, orienter le dirigeant vers un certain nombre d'éléments pour lui faire prendre conscience de l'intérêt ou ça. Et savoir aussi, et c'est ça qui est formidable, c'est d'être capable d'être pédagogue et de pouvoir présenter, commenter un tableau de bord avec cette volonté de rendre service à votre client. Et c'est ça l'effort, c'est d'être vraiment déterminé, déterminant et convaincant. Voilà les règles de cette UV11 que vous allez pouvoir peaufiner grâce à mon concours au niveau du commentaire que l'on va faire pour chacune et chacun d'entre vous. Avouez que grâce à cela et grâce à tous les documents que je vais vous remettre, parce que inutile de vous dire qu'en tant que document de travail pour la gestion en général, vous allez avoir une bibliothèque numérique mise à jour chaque jour, environ 1 heure par jour. Je mets à jour ma bibliothèque numérique quel que soit le jour de la semaine, 1 heure par jour, c'est-à-dire au moins 7 heures de mise à jour de la bibliothèque numérique qui va vous rendre un service incroyable. Voilà, mesdames, messieurs, présenter cette UV11 en espérant vous rencontrer le plus vite possible et vous donner envie justement de gagner avec moi parce que gagner, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental. La réussite de mes auditeurs, c'est, je dirais, pour moi, le meilleur élément de la vie d'un animateur. Au moment des résultats, quand on voit la joie de ces différents auditeurs, c'est un moment inoubliable, un moment pour moi l'un des plus importants. Je ne cours pas après l'argent. Il est normal que je sois rémunéré par rapport au service que je rends, mais je ne cours pas après l'argent. Hein. Donc, retenez bien que je suis quelqu'un qui a une très grande expérience, qui a passé beaucoup d'années à enseigner cette UV 11 et bien sûr l'UV10 comme l'UV9 et également bien sûr l'UV13 où j'ai été tout à l'heure, on le verra, président pendant presque 15 ans des relations professionnelles au DCG et au DSCG dans l'Académie de Lille. Bonne journée et à très bientôt pour les autres et deux dernières UV, la 12 et la 13. À bientôt.